Donc aujourd'hui, on va parler donc sur les caractéristiques physiques du sol et comment on peut les améliorer en utilisant Terracotem. Donc, dis donc. Donc, dans ce cas-ci, puisqu'on va parler de terrain de sport, on parle du sable et on parlera aussi de qu'est-ce que le conditionnement de sol, les limitations qu'a le sable et comment Terracotem Turf peut y remédier. Et aussi, donc, la deuxième partie, on va vous présenter les résultats d'une dissertation qui a été faite par un étudiant de l'Université des Gand sur différents amendements de sol. Pourquoi le sable? Il est essentiel dans la zone prospectée par les racines, car le football est souvent joué, est un sport d'hiver, donc il y a besoin d'évacuer de l'eau. Et il est aussi important, bien évidemment, de prendre du bon sable. On ne peut pas prendre n'importe quel sable, mais ceci ferait le sujet d'une autre présentation. Donc, les grands avantages du sable, c'est qu'il y a une haute percolation de l'eau et un faible compactage. Par contre, il y a une faible rétention en eau et en éléments nutritifs et un manque de structure, et aussi c'est une matière inerte. Donc, on a besoin d'un amendement de sol. Qu'est-ce qu'un amendement de sol? Ce sont des produits incorporés dans le sol pour améliorer les caractéristiques physiques et chimiques pour compenser un élément qui pourrait limiter le développement du plant. Donc, pourquoi le sable? On en a déjà parlé, c'est un sport d'hiver. Je crois même dans l'hémisphère sud, c'est un sport qui est joué en hiver. Et que se passe-t-il? Bien, il y a des précipitations plus élevées, une température plus faible, donc il y a moins d'évaporation et aussi il y a moins de croissance ou presque pas de croissance de la plante, donc aussi moins de transpiration, d'où le besoin d'évacuer le plus vite possible l'eau. En Belgique, il y a un groupe, et notre ingénieur Davy fait partie, qui ont établi des critères GANDA. Donc, c'est pour standardiser la construction de terrains de sport en Belgique. Et ces critères-là recommandent 90% de sable. Pourquoi? Ben, vous me montrez ici, vous voyez le graphique sur la conductivité hydraulique saturée. Sur l'axe X, vous avez donc les petites particules, et sur l'axe Y, la vitesse avec laquelle l'eau est percolée dans le sol. Donc, si on prend par exemple, on prend un exemple avec 8% de limon, de petites particules, ça veut dire que le sol est capable d'évacuer plus ou moins d'évacuer 28 mm par heure. Si on ajoute 2% de plus de petites particules, cela fait 19 mm par heure. Ça peut vous sembler peu, mais ça représente un seau par mètre carré par heure. Donc, c'est quand même beaucoup d'eau en plus, d'où l'importance de ne pas avoir trop de petites particules dans la zone prospectée par les racines. Donc, les critères GANDA recommandent pas plus de 5% de matière organique. Il faut un peu de matière organique parce que le sable a un manque de structure, mais cela ne devrait pas dépasser dans nos climats modérés le 5%. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces critères GANDA, il y a une page web où vous pouvez trouver donc le manuel complet. Donc, nous, je pense que quand on a commencé avec Terracotem début des années 90, déjà là, on recommandait le sable comme substrat. Certaines personnes n'étaient pas tout à fait d'accord avec notre point de vue là, mais on savait qu'en utilisant du sable et le Terracotem, on avait un très bon substrat. Donc, ceci sont des images d'antan, quand il y avait encore des sols lourds. Vous pouvez penser que c'est une exagération, peut-être un petit peu, mais quand on voit encore l'année dernière, il y a eu un match qualification de la Coupe d'Amérique qui a été postposé dû à un excès d'eau. Si on voit l'image suivante, c'est par exemple deux terrains différents. Le terrain de l'avant-plan, c'est un sol, c'est un gazon artificiel avec un sol beaucoup plus lourd et plus dur. Donc, il n'y a pas une bonne percolation. Par contre, à l'arrière-plan, vous avez un terrain de gazon naturel qui a bien pu évacuer l'eau. Donc, ici, on a une image au microscope du sable. Et le sable, donc, permet une haute percolation et aussi
un stockage élevé en eau, car il y a beaucoup d'espace entre les pores. Donc maintenant, on va passer par une partie un peu plus technique et je vais vous montrer une vidéo qui explique comment un sol retient l'eau. Donc le sol sera représenté par une éponge et l'éponge démontrera donc la tension de succion du sol et l'éponge va être saturée tout comme notre sol saturé par une pluie. Vous allez voir que quand l'éponge est en horizontale, donc un sol peu profond, il y a une force de succion assez lente et réduite. Si vous allez tourner l'éponge, vous allez voir qu'il y a plus de succion, donc plus d'eau qui va être percolée. Et là, quand l'éponge sera mise en verticale, on a encore davantage d'eau qui va s'écouler. Donc, je vous montrerai la vidéo qui montre clairement comment. Donc ici, vous voyez, c'est en horizontal, un sol peu profond, peu d'eau. Là, il a tourné, il y a déjà plus d'eau qui va s'écouler. Et quand il la mettra en vertical, il y a encore davantage d'eau qui va s'écouler. Donc ceci représente la tension de succion du sol. Alors ça c'est un autre graphique que je pense que vous connaissez tous. C'est une courbe PF typique d'un sol sableux. Donc sur l'axe X, nous avons le volume d'eau que peut contenir le sol et sur l'axe Y, c'est la tension de succion. Donc si le sol dessèche aussi, il y a également une force de succion plus importante. Donc la courbe est différente pour un sol argileux. Il y a une diminution nettement plus graduelle quand on regarde la courbe rouge, celle du sol, du sable, pardon, quand vous voyez que quand il y a une haute tension, il n'y a presque plus d'eau disponible. En argile, c'est beaucoup plus graduel. Et alors, quand on regarde un sol limoneux, on a une action intermédiaire. Donc maintenant, supposons que ce sol sableux que nous avons, il a été saturé, donc il a beaucoup plu, et l'eau va commencer à drainer dû à la force de gravité. Au bout d'un moment, il y a un équilibre qui est atteint entre l'eau qui est drainée et l'eau présente dans le sol, et ce moment-là est connu comme le point PF2 ou la capacité de champ. Donc, ce qui veut dire, c'est que, par exemple, dans ce sol sableux, suite à la force de gravité, il y a encore 7% d'eau dans le sol. Donc, si on peut saturer un sol sableux jusqu'à 40% d'eau, après le drainage libre, on aura encore 7%. Donc, sur 1 mètre cube de sable, ça ne fait que 70 litres d'eau. Si nous continuons à drainer le sol, ceci peut être dû à l'évaporation, les racines qui ont pris de l'eau. Il y a encore plus d'eau qui va disparaître jusqu'à atteindre un autre point d'équilibre qui est connu comme le point de flétrissement. Une fois atteint ce point-là, la tension de succion du sol est supérieure à celle des racines. Donc, l'eau n'est plus disponible pour les plantes. Ce qui veut dire que dans un sol sableux, l'eau disponible pour les plantes est 5%. Donc, la différence entre les deux points que je vous avais commentés auparavant. Si on regarde un sol argileux, il y a nettement plus d'eau disponible. Donc, ça fait 22% d'eau de plus disponible. C'est pour ça aussi que ce sont souvent des sols qui sont utilisés en agriculture. Par contre, ce n'est pas quelque chose que nous désirons pour les raisons dites antérieurement. On veut une bonne percolation. Si on ajoute du terracothème dans un sol sableux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va élever donc la courbe. Et j'utilise bien le mot élever vers la droite et pas déplacer, parce que si la courbe serait déplacée, ça veut dire que aussi l'eau à la capacité de champ et l'eau au point de flétrissement, ce serait la même quantité d'eau disponible pour la plante. Ici, pas, parce qu'avec terracothème, on augmente la capacité de rétention d'eau, donc la disponibilité d'eau à la capacité des champs et aussi un petit peu plus au point de flétrissement, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'eau disponible pour la plante. Donc, si on retourne maintenant, ça c'était l'eau qu'on avait disponible dans un sol sableux et avec terracothème, on peut l'augmenter de 25%.
Ceci est dû bien évidemment et principalement aux polymères hydrorétenteurs qu'il y a dans le terracothème. Et ceci est aussi une étude qu'on avait partagée avec vous il y a quelques années, où donc on a démontré que l'eau retenue dans les polymères de terracothème, 97% de cette eau est disponible pour les plantes. Donc, ce qui permet dans des conditions extrêmes, comme on est ici au Koweït, dans les sols sableux sans matière organique, d'avoir une bonne croissance du gazon, un bon développement racinaire, ce qu'on voit ici à première vue. Ici, l'image de l'Australie. Donc, le terrain à l'avant-plan a été traité avec du terracothème et les deux derniers n'ont pas reçu le traitement terracothème. Ici, c'est le gazon devant notre usine en Belgique, hein, d'autres conditions climatologiques. Nous avons excavé quelques mètres carrés, nous avons mis un bac avec du sable et du terracothème turf pour avoir une zone pour enlever des échantillons que nous emmenons à des salons. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Cette photo-ci a été prise après une canicule d'une semaine de 35 degrés. Et comme vous pouvez voir, c'est assez ironique, c'est la partie avec du sable qui est la plus verte et qui ne montre pas de symptômes de stress, tandis que le gazon autour, dans une terre beaucoup plus lourde, montre déjà des symptômes de stress. Donc le sable et le terracothème vraiment forment une très bonne équipe et un très bon substrat pour la croissance du gazon. Une autre donc lacune du sable, c'est qu'un manque de structure. On connaît tout la plage, on sait comment agit le sable. Donc, si on devrait comparer le sable à un sac de billes et on essaye de compacter ce sac de billes entre les mains, on sait que c'est impossible. Le sable, c'est exactement la même chose. Donc, ceci sont des images aussi d'un rapport qu'on vous a communiqué il y a quelques années. C'était des essais qui avaient fait pour les journées pratiques de la European Turf Society. À gauche, vous avez un échantillon dans une terre standard. Au milieu, c'est du sable, du 90-10. Sans terracothème, et puis à droite, le même sable avec terracothème. Donc, ce qu'on voit clairement ici, à part la différence de développement racinaire, c'est aussi une meilleure structure des échantillons de sable. Donc, quand l'échantillon a été pris du sable pur sans terracothème, vous le voyez, tout le sable qu'il y a autour du trou, tandis que celui-là avec terracothème pas, il y avait une meilleure structure entre les particules. Et c'était aussi l'avantage principal qu'avait remarqué aussi bien l'architecte que le constructeur d'un des derniers terrains qui a été fait avec terracothème turf, notamment en Arabie Saoudite, où là, ils ont des grandes difficultés pour trouver de la bonne matière organique. Donc, c'était presque du sable pur et ils avaient un grand souci quant à la structure du sol et ils étaient enchantés avec le terracothème sur ce point-là. Une autre étude aussi que vous connaissez, c'était en Australie, sur des taux d'application différents et aussi des profondeurs différentes. Ici, pour nous, c'est très important, surtout la profondeur. Donc, au milieu, vous avez l'échantillon où terracothème a été incorporé à 10 cm de profondeur. Et regardez celle à gauche où il y a la profondeur que nous recommandons, les 20 cm, où il y a un développement beaucoup plus important et aussi une meilleure structure du sol. À gauche, vous avez le témoin. Et nous avons exactement les mêmes résultats avec une double dose, une dose augmentée de 50%, car on parle quand même de l'Australie où les températures sont beaucoup plus extrêmes. Une autre application où le terracothème donne beaucoup d'avantages, c'est les rouleaux de gazon ou le gazon de plaquage qui est susceptible à la sécheresse. Donc, il est très important que le gazon puisse se fixer le plus vite possible donc au sol, donc qu'il y ait un bon ancrage pour qu'il ne dessèche pas. Donc aussi, c'est aussi un essai qui a été fait pour la journée nationale du gazon qu'on organise en Belgique et vous allez voir que déjà pour élever la plaque ou le gazon, on a eu vraiment difficile parce que le gazon, c'était déjà très bien incrusté, si je peux le dire ainsi, au sol. Donc, un très bon développement racinaire.
Et jusqu'à présent, on a surtout parlé de situations d'hémisphère nord, donc de climat tempéré, d'espèces de gazons, donc de saisons froides, mais on a exactement les mêmes résultats, les mêmes bénéfices, donc dans des climats plus chauds et des gazons tout à fait différents. Donc ceci, c'est du Maroc, du Paspalum. Quand on retourne maintenant à l'image au microscope du sable, à droite, vous voyez donc le sable, donc là aussi la comparaison avec le sac de billes. À gauche, c'est une image tout à fait différente, c'est de l'argile, donc on voit une structure tout à fait différente, une surface superficielle différente, donc c'est des disques ou des tubes qui ont une charge négative beaucoup plus grande, ce qui permet donc d'absorber les éléments nutritifs, ce que le sable ne peut pas faire. Donc, ce qui nous emmène à la troisième lacune du sable, donc c'est inerte, c'est peu fertile ou infertile pour ainsi dire. Donc, il y a très peu de liaisons chimiques qui puissent se faire donc pour lier de l'eau ou les éléments nutritifs. Si on regarde en bas, donc le sable, c'est inerte comme on l'a dit, et l'argile a une capacité d'échange de cations, c'est la mesure avec laquelle on définit la fertilité du sol nettement supérieure. Mais on peut y remédier en y appliquant du terracothème, surtout à cause des polymères hydroabsorbantes qui ont une capacité d'échange de cations très élevée, mais aussi la zéolite. Donc, ce sont les flèches respectivement bleues et grises. Et donc, la verte représente la capacité d'échange de cations de terracothème turf, donc qui est nettement plus élevée que l'argile et le limon, et sans avoir le côté néfaste, donc sans augmenter la quantité de petites particules dans la zone prospectée par les racines. Donc, il y a aussi les engrais et les précurseurs de croissance, mais qui, eux, travaillent surtout sur le développement racinaire. Donc, ici aussi, c'est une photo de Wembley. C'était notre première application de terracothème turf. Donc, bon développement racinaire, bonne structure de sol aussi. Une image tout à fait différente. Le Brésil, donc aussi un très bon enracinement. Vous pouvez d'ailleurs voir en bas les polymères qui pendent aux racines. Ici, c'est en Allemagne, Bayer Leverkusen, où donc le gestionnaire du terrain a voulu d'abord faire un essai sur du sable pur et terracothème que vous voyez à gauche, avant de se décider si oui ou non le mettre dans son terrain, qui était d'ailleurs un terrain hybride avec le système Grassmaster. Et donc voici le terrain qui avait été fait aussi avec du terracothème. Jusqu'à présent, on a parlé surtout, vous allez me dire, pour des applications de terrain pour première division. Mais de ça aussi, on va parler dans l'étude qui a été faite par l'étudiant. On va dire, oui, mais c'est trop le terracothème est trop onéreux pour l'appliquer dans les petits terrains. Oui, mais il y a aussi des opportunités. Par exemple, ici, c'est en Hollande où il y a les zones de but qui ont été refaites. Ce sont des zones du terrain qui souffrent énormément. Donc là aussi, vous pouvez voir que du sable a été ajouté, ou plutôt ils ont excavé la terre, ils ont mis du sable et du terracothème pour avoir un bon développement racinaire et aussi une bonne percolation en hiver. Et ce qu'on voit aussi sur tous les salons de gazon, il y a énormément, de plus en plus de joueurs sur le marché de systèmes hybrides. Il y a les systèmes type Grassmaster et SIS où il y a une machine qui vient sur le terrain et on coud où on injecte des fibres sur le gazon naturel, ou bien il y a le système où on travaille plutôt avec des carpettes de gazon artificiel sur lequel on met une couche de terre et les semences. Donc, c'est un marché qui est en hausse. Et ce sont aussi des terrains, pardon, pour revenir sur les hybrides, qui ont besoin d'une zone prospectée par les racines très sableuses. Donc, il est vraiment nécessaire d'améliorer leur structure et surtout leur capacité de rétention en eau et d'éléments nutritifs. Donc, terracothème turf, c'est pas seulement pour les stades de foot, mais aussi tout terrain de sport. Donc, ce sont ici, c'est l'Australie, un terrain multisport, ou aussi les terrains de golf, ou le baseball, le rugby, donc tout ce qui est gazon naturel.
Donc, pour récapituler, en ce qui nous concerne, le sable, c'est impératif, surtout si on veut un terrain de bonne qualité et de haute performance. Il y a des limitations, c'est une matière inerte, peu de rétention en eau, peu de structure, mais on peut y remédier en utilisant le terracotem. Et ceci me mène maintenant à la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui. Ce sont donc les résultats d'une dissertation faite par un étudiant à l'université de Gand qui s'appelle Lennart Nachtigall. Et donc, lui, il a voulu comparer différents amendements de sol. Donc, des amendements de sol organiques, des amendements inorganiques et aussi des amendements composés dont terracotem turf. Les essais ont été faits dans des conditions contrôlées, donc en serre, tous les conteneurs avec le même système d'arrosage, selon donc les conteneurs qui ont été mesurés. Le poids a été mesuré avant d'arroser, tous le même régime d'engrais, illumination artificielle et aussi température contrôlée. Donc, qu'est-ce qui a été mesuré? La croissance du gazon, la croissance racinaire, l'efficacité de l'utilisation de l'eau, la couverture du sol, l'activité microbiologique, la conductivité hydraulique saturée et la capacité de rétention en eau, ainsi que la densité volumique. Et puis, il y a eu une deuxième partie d'une comparaison de prix unitaires et aussi la comparaison de terracotem vis-à-vis aux autres travaux qui se font en rénovation ou aussi les travaux de construction. Donc, on voit le résumé en graphique. À gauche, vous avez tous les produits qui ont été testés et en haut, vous voyez donc les différents paramètres. Il y a un paramètre où on n'a pas eu de résultat ou pour tous les produits, c'était dû au fait que le logiciel pour mesurer la couverture, c'était via photo, a été, comment dire, perturbé par l'illumination artificielle constante. Donc, on n'a pas pu obtenir ces résultats-là. Et comme on peut voir, avec terracotem, on a eu dans l'étude, ils ont obtenu les meilleurs résultats sur toute la ligne. Donc, si on le compare strictement aux témoins, on avait 200% de plus de production de la biomasse, 250 de plus en croissance racinaire, 50% de plus d'efficacité de l'utilisation en eau et 85% de plus de capacité de rétention en eau. Ici, donc maintenant, on va vous montrer les résultats tenant compte des doses d'application minimales et maximales en parlant du prix. Donc, vous avez à gauche le terracotem turf, dont et les polymères stricts étaient un peu meilleur marché. Nettement, le terracotem était nettement moins cher que la zéolite, comme vous pouvez voir, et que la lave. Et tous les autres éléments à droite de la lave ne sont pas tenus compte dans ce graphique parce qu'en fait, ils ne donnaient pas de bons résultats en croissance non plus. Donc, si maintenant on compare le coût de l'incorporation de terracotem turf lors de la construction comparé aux autres éléments standards de travaux de construction et d'entretien, voici ce que cela donne. Donc, on a terracotem turf tout à fait en haut, comparé au drainage, à la scarification, à l'ensemencement, la pose des gazons de plaques, l'entretien en général, le chauffage sous-sol, ceci nouveau pour les terrains première division s'il y a lieu, comparé aussi au système hybride et par exemple tout à fait en bas, comparé à un gazon artificiel. Donc ceci sont des prix qui ont été demandés à plusieurs constructeurs de terrains de foot en Belgique. On a aussi voulu partager les données de terracotem comparé aux zéolites parce que c'est le cas dans plusieurs pays où parfois on est confronté à une demande de prix terracotem ou zéolite, car la zéolite a une très bonne capacité d'échange de cations et aussi une capacité de rétention en eau.
Et voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, la zéolite qui a été utilisée dans cet essai est la même zéolite qui est incorporée dans le terracothème. Pourquoi? Parce que quand on a développé terracothème, nous avons testé plus de 50 zéolites différents dont nous avons pris la meilleure zéolite. Donc, on voulait aussi que l'étudiant dans cet essai utilise la meilleure zéolite. Donc, et vous voyez donc avec 5% des zéolites comparé donc au substrat, donc 5% du substrat zéolite, de 10% et 15%. Quand on prend notre dose standard recommandée de terracothème turf à 120 grammes par mètre carré, cela représente 0,033%, donc très peu de quantité par mètre carré comparé à la zéolite. Et 240 et à double dose, ça représente 0,066% du substrat. Donc, les résultats qui ont été obtenus pour la production de la biomasse sèche avec terracothème comparé à la zéolite étaient de 40 à 60% de plus et à la double dose 70% à 80% de plus. Si on regarde la comparaison sur l'effet sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau, là, avec terracothème, comparé à la zéolite, on avait 25 à 45% de plus de capacité de rétention d'eau avec la dose standard, et avec la double dose, cela représentait 35 à 55% de plus. Si on regarde donc l'effet sur l'eau biodisponible, donc l'eau disponible pour les plantes, avec terracothème, on avait 1,5 à 4 fois plus d'eau disponible pour la plante. Donc, et rappelez-vous aussi la diapositive antérieure où donc le coût de terracothème est nettement inférieur à celui de la zéolite. Il y a aussi beaucoup plus de volume de zéolite sur un terrain. Donc, après cette présentation, nous vous donnerons le résumé de cette étude et l'étude complète n'est malheureusement que disponible en néerlandais sur la page que vous trouvez ci-dessous. Donc, je vous remercie pour votre attention.